essayer de concevoir quelque chose qui, à la fois, soit assez concret pour accompagner les territoires et en même temps permette de prévoir tout un accompagnement immatériel de manière à faire un apprentissage un peu durant les phases préliminaires d'un an de l'AMI. Donc, c'est Cité au Square, qui est un bâtiment de 9 mètres carrés, avec tout un aspect un peu immatériel sur lequel on pourrait revenir. Et donc voilà, pour introduire vite notre sujet, donc peut-être un premier temps où Frédéric a eu l'occasion, en notre nom, d'intervenir pour rappeler un peu l'originalité du PIA3, qui n'est pas une version identique à celle du PIA2, et donc avec un peu une rupture. Il vous en dira en tout cas notre lecture, en essayant un petit peu d'anticiper un peu d'autres méthodes, et il le fera conjointement donc avec mon voisin qui est en charge de mettre en place, de mettre en œuvre cette nouvelle politique richement dotée qui intéresse tout le monde. Et donc il nous donnera peut-être sa lecture de ce projet. Donc ce sera une première phase. Une deuxième phase, là ça sera l'honneur à David Courpasson d'introduire un sujet de recherche pour qu'encore une fois on soit sur un temps pratique et un temps plutôt prise de recul. Et que chacun puisse aussi s'écouter pour mieux collaborer dans le cadre de ce collectif ouvert qui, je le dis, n'a pas vocation à accueillir tout le monde. Enfin, je trouve que le format, je pense que Frédéric en a pensé, mais le format d'une dizaine de villes praticiennes, une dizaine d'entreprises et 4-5 chercheurs, c'est un bon nombre pour à la fois avoir une variété et en même temps avoir le temps de s'écouter. Si c'est pour être 50, il y a forcément 2-3 personnes qui montent à la tribune et les autres qui écoutent. Donc dans une ambiance de travail, avec un petit taux d'absentéisme, c'est ça qui est une assez bonne formule. Voilà, donc aujourd'hui on démarre, parce que sinon on ne va jamais démarrer. Allez. On démarre. Je rebondis tout de suite sur le terme que tu as employé, chargé de mettre en œuvre le programme. Je crois que la base quand même de ce programme Territoire d'innovation, c'est quand même les territoires. Hein. Sont eux qui mettent en œuvre. J'ai un simple rôle à la fois d'interface avec le financeur qui est l'État, puisque la Caisse des dépôts est le mandataire de l'État sur cette opération et sur l'ensemble des budgets qui vont être engagés, avec à la fois un budget en subvention de 150 millions d'euros et surtout, et c'est la grande nouveauté, en termes d'équilibre, environ 300 millions d'euros en fonds propres, puisque c'est un programme qui doit permettre d'investir et pas simplement pour subventionner ou des choses existantes ou des choses qui ont déjà été testées, mais en gros qui consomment du carburant et à la fin ne sont pas capables d'amorcer, d'embrayer sur ou des structures pérennes, des structures d'investissement, des structures de rayonnement dans un territoire. Donc cette proportion subvention-fonds propres est déjà en soi constitutive d'une part de l'ambition du programme. Sachant, et c'est la bonne nouvelle, contrairement aux années précédentes où vous avez certainement aussi connu des actions PIA, il y avait l'action PIA et c'était que l'action PIA, charge à l'action par elle-même de trouver les moyens de s'en sortir et de survivre à la fin de l'action en termes de financement qui devait être 100% privé, etc. Mais il y avait une grande muraille de Chine, une grande mur mexicain, je ne sais pas ce qu'on peut dire aujourd'hui. La Caisse des dépôts, qui est quand même le grand financeur des politiques publiques, le grand banquier public, entre guillemets, pour les territoires, une fois qu'il était mandataire de l'argent de l'État, du CGI, pour ses actions, ne pouvait pas investir s'il considérait le projet pertinent. Il ne pouvait pas embrayer, il ne pouvait pas co-investir. Là, on a le droit. Quand il y a des choses bien qui se passent dans le territoire, l'État donne le droit à la Caisse des dépôts de continuer à accompagner et d'investir dans ces territoires. Ça semble simple et évident à dire, mais c'est une petite révolution dans la gestion du programme investissement d'avenir. Et ça, c'est le PIA 3, parce que vous avez vécu PIA 1, PIA 2 sur ces actions. PIA 3 comporte déjà ce changement. Deuxième grande innovation dans ces territoires d'innovation de grande ambition, TIGA, on va pas, Frédéric reviendra sur le nom, mais pas moi, parce que j'étais pas à la jeunesse quand même de cette action. On a un cadre en 2 temps. Le premier, c'est inventer, innover, expérimenter, tester, bousculer des zones réglementaires, bousculer des schémas de gouvernance.
tester des nouvelles aires géographiques, pas seulement les métropoles, mais aussi des territoires ruraux, des territoires isolés, des territoires qui ont une déperdition en termes d'habitants. Je pense l'autre jour, on était tous à Lille avec le CGI, avec un représentant des collectivités. Voilà, on a par exemple la ville de Dunkerque qui perd des milliers d'habitants par an. On a des villes, et pourtant avec un potentiel énorme, troisième port, une ville industrielle. On a des territoires qui décrochent. On a des territoires qui décrochent en ce moment. On a des territoires qui décrochent depuis 40 ans. Et même en décrochant, on a des territoires qui sont figés dans leur décrochage, qui sont dans cette pente nocive, sans avenir, sans futur. En tout cas, c'est ce que disent une grande partie des habitants. On a travaillé sur le bassin minier. Évidemment, c'est un grand sujet. Et je vois qu'il y a des Lorrains ici. Et évidemment, c'est un débat presque benchmarkable, pardon pour ce vilain mot, mais où on a des problématiques où les investissements en subvention, l'État ou des grands acteurs publics qui arrivent dans ces territoires pour créer de l'emploi, pour ramener de l'industrie, pour subventionner telle et telle entreprise, en réalité, on peut avoir sur ces territoires en décrochage des soldes positifs de croissance d'emploi, mais les emplois sont pourvus par des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la métropole d'ailleurs. Les petits Lillois vont aller travailler au champ de Los-Angeles, pour caricaturer, et ce n'est pas les habitants de Los-Angeles qui sont suffisamment capés pour prendre les jobs. Donc ces territoires qui décrochent, qui peuvent être des métros, des communautés de communes, des archipels. En l'occurrence, je pense que cet exemple que je prends, et ce n'est pas du tout pour dévoiler la candidature bassin minier, mais pour vous dire qu'ils travaillent, évidemment, ils réfléchissent ensemble à une stratégie. En archipel, ça impose de travailler déjà l'alliance de ces grands acteurs publics pour déterminer une stratégie, une ambition. Voici les données socio-économiques, géographiques, tendancielles de notre territoire. On se projette à 2030-2040 et voilà ce à quoi on va ressembler. Voilà le cap qu'on se donne. Donc le stade de l'appel à manifestation d'intérêt, dont la réponse est attendue le 30 septembre, c'est être en capacité, de manière relativement simple, de d'écrire une ambition extrêmement haute qui secoue les branches, qui secoue les habitudes, qui va tester des choses qui n'ont pas encore été testées parce que tout n'a pas encore été testé pour ces territoires. Alors évidemment, on a une dimension qui est liée à l'emploi. L'emploi, la création de richesses, la chaîne de la valeur telle qu'elle existe aujourd'hui sur un de ces territoires. Comment est-ce que demain on a une autre chaîne de valeur? Est-ce qu'on a un embryon de chaîne de valeur aujourd'hui sur lequel on va miser avec une filière industrielle, des filières industrielles, agricoles, touristiques? On ne définit pas les territoires éligibles à TIGA, on ne définit pas les filières, les grandes thématiques qui doivent être au cœur des projets. Tout est possible sur une thématique unique, sur un mix de thématiques. Tout ce qui va être évalué par le jury, c'est la cohérence entre l'ambition, la hauteur de l'ambition, la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, privés, académiques, citoyens, et là-dessus, sur cette partie-là, évidemment, les deux personnes qui m'encadrent sont très aidantes sur cette réflexion, l'implication citoyenne, l'implication des usagers, parce que tout ça doit quand même bénéficier aux acteurs présents sur le territoire. On va regarder la cohérence de la mobilisation de l'ensemble de ces acteurs dans la gouvernance qui devrait être décrite, qui devrait être là aussi innovante. Alors on est dans un stade appel à manifestation d'intérêt où il n'y a pas de grandes exigences en termes d'organisation de la gouvernance, si ce n'est, pourquoi pas, un consortium. Ça veut dire on se fait un contrat à 2, 3, 4, 5, 6 acteurs. On s'engage, on fait une lettre d'engagement, on ne va pas plus loin que ça, on ne demande pas une création de GIE, d'association, de SEM, etc. Ce sera pour plus tard. Et puis la troisième chose qui est regardée de manière forte aussi par le jury, c'est évidemment les grands indicateurs d'impact. Comment on va regarder ce qui se passe avec les actions qui sont enclenchées en matière de développement, en matière de croissance, qui répond à des problématiques de transition énergétique, numérique, la smart city, les clusters, etc. Comment tout ça se met en musique? Qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Qu'est-ce qu'on prend dans ces mesures pour rendre compte, pour partager aussi entre ces différents territoires qui vont être éligibles à l'appel à manifestation d'intérêt TIGA,
pour que ça serve très rapidement, à la fois dans le début de l'année 2018, à la rédaction d'un appel à projet, qui est véritablement le moment fort de l'action TIGA, c'est la rédaction de l'appel à projet ou des appels à projet, cette chose n'est pas encore tranchée, et à partir de là, de 20 candidatures qui vont être sélectionnées pour l'appel à manifestation d'intérêt, tout le monde pourra répondre à l'appel à projet, ça nous aura bien nourri, et on en sélectionnera 10. Alors je dis on, je ne me mets pas dans le on, parce que la Caisse des dépôts ne fait pas partie du jury, elle est, je crois qu'on appelle ça secrétaire de séance du jury, on s'assure que le jury ne se tape pas dessus, travaille sérieusement, que les procédures évidemment de gestion de conflits d'intérêts sont décrites, mesurées, bien gérées, bien appliquées, auditées, etc. On s'assure de la bonne marche de tout ça, puisque c'est l'argent de l'État, et que quand la Cour des comptes viendra contrôler, c'est à la Caisse et dans mon bureau qu'elle passera. Donc on est le tiers de confiance de l'État dans cette opération, mais évidemment avec tout le rôle traditionnel de la Caisse au service du développement économique des territoires. Voilà comment ça marche. Tout de suite, je vois votre doigt. Il y a énormément de choses. Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait qu'on se déplace à la demande des régions et au maximum pour aller écouter les germes d'ambition de candidature qui sont en train de se dessiner, rappeler aussi un petit peu les règles du jeu, parce qu'il ne s'agit pas de perdre de temps une fois de plus dans la rédaction d'un dossier, parce on mesure bien naturellement toute la charge de travail qui est liée à la réponse à un dossier, même si les attendus sont simples et on n'attend pas une ramette de papier. Ce qui s'énonce bien peut être fait de manière précise et claire, hein, on l'espère. On est là pour aider à l'émergence des meilleures candidatures, mais surtout des candidatures les plus innovantes et qui vont permettre de nourrir l'ensemble du territoire, des politiques aussi, c'est quand même le but. Il va falloir raconter l'histoire de TIGA, puisque c'est de la transformation territoriale dont on parle ici, pour aiguiller la définition des politiques publiques des prochaines années, politiques territoriales, politiques nationales aussi, les rôles de chacun dans le cadre de partenariats publics, privés, académiques. Voilà ce qu'on cherche à faire. J'avais juste une question pratique par rapport à ce que vous disiez. Le jury est composé de qui en personne physique? Il n'est pas encore composé. Ah d'accord, Tu peux encore Frédéric, je te laisse t'embrayer et puis on ouvre le débat. Oui, en gros, rappeler très rapidement le travail qu'on avait fait avec Marc il y a 3-4 ans. Et en préambule, je dirais, c'est quand on a vu sortir l'appel à manifestation d'intérêt, on s'est réjoui, pas seulement parce qu'il sortait, mais parce qu'on a tellement l'habitude quand on fait de la recherche de jamais voir déboucher ça, des recommandations ou des choses comme ça dans des documents officiels, que là, ou alors ça sort 20 ans après. Il y a tout un travail de recherche en économie régionale sur les clusters, les districts et tout dans les années 80. Ça aboutit dans une politique publique au début des années 2000, au moment où la recherche a conclu que ça ne marchait pas. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait... Donc en gros, ce décalage-là, plus on arrive à le réduire, mieux c'est. Et autant dire qu'entre 2013, on sort le rapport qui est issu d'un travail avec des poules de chercheurs. Il y avait Olivier Boubaolga, Ludovic Albert, il y avait même des géographes, des économistes, des philosophes, des artistes, des architectes. On a essayé de faire en sorte que dans le pool de travail, il y ait des gens un peu à la pointe sur chacun. Pour le coup, on n'avait pas la finance, parce que la question est venue après. Mais 2013, on sort le rapport. 2016, 2017, l'État sort un appel d'offres doté de plusieurs centaines de millions d'euros sur ces bases-là. Donc c'était assez rassurant. Qu'est-ce qu'il y a, assez réconfortant.
C'est assez incroyable. Et pour Et en fait, l'anecdote, c'est en le partie- chiffre était d'ailleurs celui qu'on C'est avait- exactement, enfin, à la fois sur le budget d'accompagnement et le budget d'investissement, c'est les chiffres qu'on avait donnés. En fait, non, mais c'est pas nous qui avons rédigé l'appel à la manifestation d'intérêt, mais je pense que c'est les effets de génération. C'est-à-dire qu'il se trouve que là, on se retrouve avec la direction, dans la direction de la stratégie de la Caisse, une de nos co-autrices, à la Caisse, responsable du programme TIGA, le mec de l'ANR, Ludovic Valadier, qui avait piloté le travail de recherche au sein de l'ANR. Donc en gros, c'est des effets de renouvellement, des alignements d'étoiles. Il y a beaucoup en ce moment. Ouais. Non, mais c'est. Eh ben, tant mieux. Voilà. Donc en gros, là, se pose la question de l'espace qui s'ouvre, quoi, et qu'est-ce que ça donne. Peut-être rapidement revenir sur ce qu'on avait mis dans le rapport, et ce qui nous semblait intéressant, c'était de basculer la problématique du rapport entre territoire et innovation, du point de vue des politiques publiques d'aménagement. C'était pas, on a longtemps été dans une territorialisation des politiques d'innovation. En gros, il y avait les grandes politiques d'innovation industrielle faites par le ministère par Bercy. Et puis il y avait à côté la DATAR qui distribuait des subventions pour essayer de stimuler de l'innovation dans un endroit où ça partait pas naturellement. Et on dit, faut faire l'inverse. Il ne faut pas se dire qu'on va territorialiser des politiques d'innovation. Il faut se dire qu'on va essayer de susciter et de dynamiser l'innovation dans les territoires. Et donc l'aménagement du territoire, c'est pas affecter des subventions d'investissement ou d'innovation dans des endroits où on se dit on va aider de l'innovation, mais c'est essayer de se dire, de partir du principe qu'il y a de l'innovation partout, sauf qu'il y a des endroits où on ne la voit pas, où elle n'arrive pas à sortir, où elle n'arrive pas. Et donc ce qu'il faut, c'est stimuler la capacité d'auto-amorçage de ces territoires-là. Et ça se fait dans un moment dans lequel on a une évolution de la place de l'innovation dans les chaînes de valeur. On a toujours les communautés épistémiques organisées à l'échelle internationale et qui fonctionnent, on voit bien dans la recherche, elles fonctionnent quasiment hors sol, elles n'ont pas besoin des territoires. On a les grands groupes qui sont très bien organisés, qui font pour le coup à la fois de la nouvelle innovation, mais aussi de l'ancienne innovation, avec la mobilisation puissante et massive d'argent sur des innovations capitalistiques et un peu techno-push. Et puis par ailleurs, à la fois avec les grands groupes, mais à la fois partout, on a cette innovation ascendante, market-driven un petit peu, et qui peut venir de partout, qui est un peu une innovation d'usage, et qui pose plein de nouvelles questions sur la façon d'organiser les espaces de travail, les espaces de recherche, la relation grand groupe, petites entreprises, la relation entre les métropoles et les territoires périphériques. Là, en gros, en se disant, ça pose essentiellement deux types de sujets. Ça pose la question de comment est-ce qu'on, du point de vue des territoires et des organisations entrepreneuriales, comment est-ce qu'on minimise le time to market et comment est-ce qu'on facilite l'émergence de nouvelles organisations de chaînes de valeur. À des endroits où on n'imaginait pas qu'il y avait de la chaîne de valeur, potentiellement il y en a. Et ça, autant les communautés épistémiques, les grands groupes, etc., les territoires ont peu de prise dessus, autant sur la question de time to market, filières et chaînes de valeur organisées de manière différente, là pour le coup les territoires ont un espace d'investissement assez massif, parce que si on réfléchit à ce que c'est qu'un territoire, ce qu'on s'était dit à cette époque-là, c'était de se dire, en fait, la singularité de l'objet territoire dans l'économie contemporaine, elle est double. C'est un territoire de confiance. C'est un endroit où on a une bulle de confiance. Tout simplement parce que les gens, en gros, vous faites une crasse à quelqu'un dans un territoire, il vous le rendra, quoi. Ou alors vous allez être décrédibilisé. Non, mais c'est des trucs aussi cons que ça. On en discutait la semaine dernière, il y a 10 jours, là, quand on intervenait à la Caisse. Il y avait à côté de moi le responsable de la région. Non, le mec CEA. Du CEA, qui disait aujourd'hui on fonctionne de manière complètement différente. Nos chercheurs, on ne prend pas de la commande, on envoie nos chercheurs dans l'entreprise et puis on héberge des laboratoires entiers, notamment avec Renault, qui viennent chez nous héberger dans le CEA. Et il dit ça se fait de manière complètement hallucinante du point de vue du droit. C'est-à-dire qu'on dîne le soir avec le patron des investissements et de la recherche de Renault, on se dit qu'il y a un truc à explorer, le lendemain matin il vient visiter le site, on se tape dans la main,
on a fait 7 millions d'euros d'investissement dans le mois qui suit, et ces équipes viennent. Et on contractualise dans les 6 mois suivants, parce que le temps de contractualiser, et ça, c'est la remarque qu'on s'était fait après, ça, il ne peut pas le faire avec un Chinois. Parce qu'en fait, là, ça suppose que... ou alors il le fait avec un Chinois qui a des habitudes de travail suffisamment fortes avec un partenaire. Et donc en gros, c'est ce qu'on voit dans les modèles économiques. Donc ça se fait pas. Non, mais c'est ce qu'on voit dans tous les modèles économiques sur l'importance de la confiance comme permettant de diminuer énormément les coûts de transaction. Et le territoire, de ce point de vue-là, permet des proximités qui allègent complètement les coûts de transaction et qui permettent un passage à l'acte plus réactif. Le deuxième élément dans l'innovation contemporaine, c'est tout ce qui est contingence. Et pour le coup, le territoire, c'est un endroit où il y a de la contingence. Dans une communauté épistémique, c'est pas facile d'avoir de la contingence parce qu'en gros, on travaille à l'approfondissement de domaines de recherche. Dans un territoire, il se trouve que, si je prends l'exemple caricatural, mais on a fait les études ensemble, et puis après on a fait nos vies, quoi. Et 20 ans après, il y en a un qui est chez Renault, il y en a un autre qui est chez Astrium. On bouffe ensemble et on se dit putain, mais en fait on travaille quasiment pas sur les mêmes sujets, mais il y a des points d'attache. Et en fait, on ne mesure ces points d'attache que parce que en fait, on a l'espace de rencontre. C'est l'effet TGV, c'est tous ces espaces qui, en gros, de manière diverse ou variée, permettent à des gens d'avoir suffisamment de proximité et d'intimité, alors même qu'ils travaillent sur des espaces de réflexion disciplinaire, technologique ou quoi, complètement différents. Et donc, en fait, le territoire, c'est un endroit, il y en a sans doute d'autres, mais c'est un endroit privilégié dans lequel on a ce croisement d'une forte intensité de contingence et d'une forte intensité de confiance. Et donc potentiellement, si on sait le travailler, on a là de quoi, on a des espaces qui sont extrêmement favorables à l'émergence de tout ce qui peut nourrir ces nouveaux types d'innovation. Après, en plus, il se trouve que d'un point de vue politique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... on a tous débat sur les deux France, la France périphérique. On voit bien, on sort d'une période de processus électoral où on a quand même beaucoup travaillé le débat public. La question de les métropoles contre le reste du monde, ou sans le reste du monde, ou sans les territoires périphériques. Et on voit bien que cette question-là, elle est... je reviens de Verdun, où en fait les gens disaient, on a un problème, c'est qu'en gros on nous considère comme des moins que rien. Mais nous, on ne demande pas des infrastructures pour aller à la grande ville. On demande des infrastructures juste pour pouvoir se développer. Et le problème, c'est que la grande ville ne voit pas qu'elle peut avoir besoin de nous. Elle ne voit pas qu'ici, il y a des énergies qui demandent juste à créer des choses. Et on ne demande pas l'aumône, quoi. On ne demande pas la connexion au grand territoire. Mais cette absence de regard du grand territoire sur les richesses et toutes les idées qui peuvent fleurir un peu partout, elle est problématique pour les territoires périphériques parce qu'ils ont absolument besoin de la connexion au centre où il y a les processus d'intermédiation. À terme, elle est super problématique pour le centre parce qu'ils s'affaiblissent sans s'en rendre compte, quoi. Et alors, j'ai quasiment terminé. Ça pose la question de comment faire. Et ça, c'était la conclusion de notre travail. C'était en gros, on se disait, aujourd'hui, quand on regarde comment fonctionnent les politiques publiques ou les dynamiques d'innovation, on a un peu 4 points bloquants. On a un premier point bloquant, c'est l'amorçage des collectifs. Ce que je disais tout à l'heure sur la participation, quand on fait des processus participatifs, on dit « Ah, les gens ne viennent pas ». Pourtant, on a tout fait pour que les gens viennent, mais ils ne viennent pas. C'est peut-être qu'on n'a pas tout fait pour que les gens viennent. Ce n'est pas la faute des gens qui ne s'intéressent pas, c'est peut-être aussi que les façons de construire des espaces pour accueillir de l'initiative individuelle ou des envies ou des points de vue ne sont pas adaptés ou ne sont pas sur la bonne forme qui permettent de rompre toutes les barrières de l'engagement individuel. L'engagement, c'est coûteux, il faut casser le coût d'engagement. Donc il faut réfléchir à des processus qui permettent un amorçage, je dirais, indolore. Le deuxième point, donc ça renvoie à tout un champ de travail, de réflexion théorique sur la question de la participation et de l'engagement individuel dans des processus collectifs. Le deuxième point, c'est la question de l'atterrissage. Une fois qu'on est tous ensemble et qu'on voit qu'il y a plein d'idées, etc., comment est-ce que on fait le passage à l'acte qui débouche sur, non pas plein de petites idées sympas, mais une idée collective en acte, quoi. Et donc ça, c'est comment est-ce qu'on crée de l'intelligence collective ou des processus, enfin c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quoi, sans doute, comment est-ce que la recherche et l'action peuvent
nous amener sur de nouveaux paradigmes sur sur le passage à l'innovation collective. Le troisième point, c'est sur le passage à l'acte. Et une fois qu'on a l'idée, comment est-ce qu'on est suffisamment solidaire ou suffisamment partant pour que le banquier, les fournisseurs, les clients, les partenaires économiques et industriels soient là et s'engagent et fassent l'échec, viennent au capital pour porter le projet. Ça pour le coup, je pense que Cécile a beaucoup travaillé sur ces questions, et c'est toute la question de comment est-ce que la finance aujourd'hui peut se former de manière un peu innovante et différente de ce qu'on a dans les systèmes classiques et habituels de la société par action ou simplement de tous les mécanismes de financiers. Et je mettrais presque dans ces processus financiers le classique, comment ça s'appelle, le financement participatif. Le quatrième point, c'est la question de l'essaimage. C'est une fois qu'on a une start-up, c'est sympa, mais comment est-ce qu'on en fait une entreprise de taille intermédiaire? Comment est-ce que, à partir d'un territoire donné où on a réussi à expérimenter, à financer un truc, on arrive à trouver les territoires partenaires pour faire en sorte qu'une idée qu'on a à Nancy, on va pouvoir faire grandir la taille de la boîte parce qu'on va trouver un partenariat à Rennes, et en fait, sur un sujet donné, la boîte de Nancy Sud-Lorraine, ou la boîte d'Épinal, qui avait réussi à naître parce qu'elle avait noué le partenariat avec Nancy, elle va pouvoir aller se tester sur un autre territoire et doubler ou tripler son potentiel de marché, de manière à ce que les réseaux d'innovation se structurent et que cette confiance qu'on a à l'échelle du territoire, elle puisse se dilater à l'échelle de territoire, on va dire, amis ou partenaires. Il y a moins besoin de la proximité, de la confiance quand l'entreprise a déjà un peu cru pour toucher de nouveaux territoires ou de nouveaux partenaires, mais il y a quand même encore besoin d'un petit gap de confiance sur le passage de la start-up à l'entreprise un peu installée. Et si on prend ces 4 terrains-là, il y en a sans doute d'autres en termes de recherche, mais si on prend ces 4 terrains-là, du point de vue de l'AMI, du point de vue de ce qui est en cours, quand on a, dans son introduction, Schweitzer, il y a 10 jours, disait il y a 3 choses qui sont importantes à avoir en tête. On attend une transformation des pratiques et on attend des propositions qui appellent une transformation des pratiques. Le deuxième point, c'est on attend de pouvoir évaluer ce qui est en train d'être fait. Et le troisième point, c'est on attend une approche dynamique et entrepreneuriale, pas seulement dans les projets, mais y compris des projets. Et je dirais sur les 3 terrains, du point de vue de la recherche, c'est intéressant de réfléchir à comment est-ce que sur l'ensemble des territoires qui peuvent partir, on met en place un dispositif de veille, d'accompagnement ou de recherche qui fera qu'on puisse faire de la capitalisation ou de l'expérimentation. Ce qu'on expérimentera à Rennes pourra être capitalisé à Nancy, ce qu'on expérimentera à Nancy pourra être testé à Lyon, et en parallèle, déployer les mêmes process ou les mêmes protocoles à Nancy, Rennes, Lyon et Bordeaux, pour voir comment est-ce qu'un même protocole réagit dans des territoires différents. Cette notion de protocole, je terminerai vraiment par là, c'est l'idée qu'en gros, on ne va pas déployer une méthodologie unique et variée, protocole plutôt sur une logique médicale. On sait qu'il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas, mais en même temps, c'est chaque patient, donc chaque territoire, à travers son autodéfinition des besoins et puis l'analyse des besoins propres, qui va faire en sorte que la taille, la séquençage ou les types d'idées mobilisées vont être différentes. Et ça, pour le coup, différencier tout en permettant de la comparabilité, ça suppose un travail de recherche intéressant. Donc voilà. En même temps, il y a une espèce de colonne vertébrale, hein, c'est un peu ta question, et je trouve que la manière d'organiser en 2 temps de l'AMI est très, très intéressante, parce que finalement, ça permet bien d'avoir ce temps de test, d'expérimentation, je ne reprends pas tous les termes, pour se dire, n'allons pas tout de suite au premier projet intéressant. C'est pas ça le sujet, hein. C'est vraiment de prendre un temps démocratique. Si on veut intégrer des gens nouveaux dans les territoires, il faut donner le temps de tester, de rater, de débattre. Et ce temps-là est indispensable, il faut prendre le temps du débat.
Et donc l'AMI dans ces 2 temps est très conçue pour ça, et ça nous va bien, parce que si on n'embarque pas les citoyens sur les enjeux auxquels on va essayer de répondre ensuite, on les embarquera jamais. Hein, donc c'est vraiment ça qui est assez révolutionnaire, et l'AMI est vraiment très ambitieuse là-dessus, et pose les choses de manière très très intéressante en disant prouvez-nous votre capacité à embarquer tout le monde. Hein, je suis plus court parce que tu as bien expliqué les choses. Voilà. Et après ça, on peut passer au concret et à la grande échelle. Donc c'est la deuxième chose du protocole, c'est que c'est pas parce qu'on démarre petit dans des petites réunions à 60 qu'on en a testé une à Nancy après avoir fait dans des petites villes rurales, enfin Épinal et Mirecourt en l'occurrence, la première fois qu'on allait en... Voilà. Tout ce que l'on teste, ça a l'air petit, mais en fait on place des fondamentaux pour aller beaucoup plus loin in fine. Donc c'est la deuxième chose, c'est que le protocole il doit amener à des vraies chaînes de valeur à plus de 100 millions d'euros à minima, et d'embarquer, et ça c'est la deuxième chose qui est révolutionnaire, mais je ne fais que répéter tes ambitions. Je peux rajouter juste un truc. L'AMI, façon de tester dans les premiers mois, c'est aussi corriger un billet qui est que des grandes métropoles auraient eu toutes seules les moyens de candidater directement à un appel à projet, parce qu'elles ont tous les moyens nécessaires en interne, en ingénierie. L'AMI, c'est aussi subventionner les petits, les pauvres, etc., avec 400 000 euros d'aide ingénierie pour pouvoir répondre et mettre tout le monde sur la même ligne de départ au moment du lancement de l'appel à projet. C'est aussi cet effet correctif. Voilà. Tout à fait. Et puis, une révolution qui est à la fois de la subvention, parce qu'il faut un peu d'argent pour rater, hein, enfin, tester, etc. Forcément, et pour donner leur chance à des gens qui ne l'ont pas. Les grands groupes n'ont pas besoin de ça pour tester, les grandes métropoles non plus. Mais si on veut faire ça tous ensemble, même les grandes villes, si elles veulent vraiment impliquer des citoyens et leur hinterland là-dedans, elles ont besoin de tester un peu des formules nouvelles. Et en même temps, l'ambition est là en se disant, mais in fine, on met encore plus d'argent en capital. Et ça, c'est une petite révolution, moi qui accompagne les collectivités locales depuis longtemps. Par les capitales, c'est quand même un petit peu nouveau. Donc c'est là que toute l'ambition, ce sera de dire comment est-ce qu'au travers du bien commun qui aura été décidé ensemble, on peut, une fois que l'on a fait ça, continuer chacun à notre manière, mais en n'oubliant pas que le capital aujourd'hui c'est ça qui permet de passer à des grandes échelles. Il n'y a jamais eu autant d'argent privé. Je vous rappelle qu'il y a 10 milliards aujourd'hui de fonds solidaires dont toute grosse partie a du mal à se placer à un moment donné où et c'est 20% de croissance annuelle, à un moment donné où les subventions publiques deviennent un petit peu plus rares. Et tant mieux, parce que quelque part, même si c'est de l'argent moins cher, on est aujourd'hui à 0,3%, c'est quand même de l'argent qu'il va falloir rembourser. Donc ça donne une culture de je ne fais pas un one-shot, je crée une machine à créer de la richesse. Donc là aussi, je ne fais que de la paraphrase, mais pour vraiment insister sur le côté très nouveau. Et donc dernière chose là-dessus, c'est que le seul petit bémol que j'apporterai, c'est que tout ça, c'est extraordinairement nouveau. Moi qui passe mon temps dans les collectivités locales, je crois que les collectivités locales, elles ne mesurent pas à quel point tout ça est nouveau et à quel point ce qui est en train d'être fait est mature. Donc, ce qu'on se propose de faire à la fois un accompagnement individuel et dans ce collectif, c'est profiter de cette phase de test qui finalement nous donne une bonne année pour démarrer dans de bonnes conditions, mais apprendre en marchant. Hein. Donc d'où, par exemple, nous, la proposition que l'on fait de se dire à côté, on est partenaires et on a justement la Caisse des dépôts et d'autres partenaires qui peuvent financer des bâtiments à 25 millions d'euros pour accueillir 300 chercheurs dans les cœurs de ville. Ça, c'est concret. Mais en même temps, en quoi est-ce que ça permet de s'ancrer dans un territoire et d'être totalement partenaire d'une démarche où l'animation est autofinancée et permet d'avoir ce côté immatériel très, très complexe. Bien sûr, avec les collectivités locales, on est en démocratie, tiers de confiance et qui dit oui, on est bien dans le bien commun, ou non, là vous êtes en train de faire du privé ou du business as usual. Et d'où des formes de gouvernance telles que celles qu'on a proposées dans le bouquin qui a bien plu à Ludovic Valadier, de SCIC, où le public reste au capital pour dire là on est dans le bien commun. Il n'y a quand même rien de mieux, comme dirait Churchill,
le moins pire, c'est quand même la démocratie. Donc les gens qui ont été élus par ça, qui sont au capital en disant c'est pas déconnant ce que vous faites, en tout cas on est dans le bien commun, c'est pas idiot. Mais on doit être dans une agilité, et donc les grands groupes qui vont pouvoir amener une force de frappe commerciale si ça marche, les startups, les citoyens, tout ça sont les bienvenus dans ces formes de gouvernance. Donc cette espèce d'équilibre, et ben voilà, il y a 1 an pour le réussir. Et donc c'est peut-être intéressant, comme vous voulez, soit poser des questions, soit une petite intervention rapide pour que mon voisin puisse entendre les 3 laboratoires, représentants des laboratoires, pardon, qui sont là sur les 3 grandes phases que l'on vient d'indiquer, Cécile ou David, sur l'aspect Sciences Po. Frédéric, on a déjà un petit peu parlé, donc vous souhaitez un petit peu intervenir pour expliquer ce que vous allez faire, ou on ouvre le débat, c'est comme vous voulez. David, Cécile. En fait, moi je trouve qu'on a fait quelque chose d'un peu structuré. Oui. Je ne sais pas si on a le temps d'embêter les uns les autres sur l'ensemble du... Il y a 10 minutes pour mon voisin, mais après ça on prendra le temps. Dans le positif, oui. En substance, je vais répéter des choses que Frédéric a dites, parce que nous on a un principe, on a un principe aujourd'hui de travail sur ce qu'on appelle des communautés entrepreneuriales. Autrement dit, on essaie de comprendre comment dans des territoires, je vais remployer des mots, même si la façon dont nous on conçoit ces concepts, comme